retour sur le plateau du Grand Direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez avant de développer les titres de ce journal. Cette information qui vient de nous parvenir, elle concerne l'avancement de l'enquête sur la fusillade de Tel Aviv, attentat sur la rue Dizengoff, qui, je vous le rappelle, a coûté la vie désormais, on le sait, à 3 personnes, 2 victimes au bar, mais également ce chauffeur de taxi. C'est l'information de cette soirée. C'est désormais confirmé. Le terroriste a tué le chauffeur de taxi dans lequel il serait monté pour prendre la fuite après la fusillade. Voilà donc pour ces informations. Sans transition, on va rester en Israël. On va parler cette fois-ci de l'un des plus grands mystères de la tradition juive et cette question: où sont passées les 190 pages manquantes du Codex d'Alep? C'est la plus ancienne version connue de la Bible. Eh bien, notre reporter Uri Shapira a mené l'enquête. Il s'agit peut-être du manuscrit le plus sacré de l'histoire du judaïsme, mais aussi de celle du christianisme. Le Codex d'Alep est l'une des plus anciennes et plus fidèles versions de l'Ancien Testament. The Aleppo Codex was written in the land of Israel in the 10th century CE. Le Codex d'Alep a été écrit sur la terre d'Israël au Xe siècle, mais c'est seulement au XIIe siècle qu'il a été transporté en Égypte. Le manuscrit a été touché et utilisé par le grand érudit Maïmonide, dit aussi Rambam. The manuscript was touched, used and studied by the Maimonides, by the great Rambam. Pendant des centaines d'années, le manuscrit a été soigneusement conservé dans la synagogue de la ville syrienne d'Alep. En 1947, des émeutes anti-juifs éclatent après la résolution des Nations Unies établissant la création de l'État d'Israël, et la synagogue d'Alep est alors brûlée. Le codex survit pourtant à cet incendie. Il est alors sorti clandestinement du pays. Il sera conservé par ses passeurs jusqu'à son arrivée en Israël en 1958, où il est remis au président de l'époque, Yitzhak Ben-Zvi. Le codex devient la propriété de l'Institut Ben-Zvi de Jérusalem. Il est conservé à l'Institut jusqu'au milieu des années 80, où il est ensuite prêté au musée d'Israël. Mais le codex n'est pas seulement important pour ce qu'il contient, ce sont surtout les 190 pages manquantes d'une valeur inestimable qui suscitent intérêt et curiosité. Bien que certains pensent que ces pages ont été détruites dans l'incendie d'Alep, ou qu'elles aient même été volées par les Syriens, Mati Friedman a lui un autre regard sur les événements. D'après les preuves que j'ai découvertes, les pages seraient quelque part en Israël. C'est le scénario le plus probable. Une version que le professeur Eyal Guignot, directeur de l'Institut Ben-Zvi, ne partage pas. Lui pense que les pages ont été perdues pendant les émeutes de 1948 en Syrie. Si certaines parties du codex avaient été perdues après 1947 et avaient été vendues à des collectionneurs privés, ces pages auraient ressurgi quelque part dans le monde à un moment donné. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 2 segments ont refait surface. Dans les 2 cas, les personnes qui détenaient ces pages ont affirmé que leurs ancêtres les avaient trouvées sur le sol de la synagogue d'Alep. Friedman n'exclut pourtant pas la possibilité que le centre Ben-Zvi ait quelque chose à voir avec la disparition des fameuses pages manquantes. Il affirme d'ailleurs dans un article que certains employés de l'Institut avaient refusé de se soumettre à une enquête, sans pour autant pouvoir fournir de preuves de leur innocence. Si vous regardez l'histoire du Codex, vous vous rendrez compte qu'un grand nombre de manuscrits ont disparu du centre Ben-Zvi au moment où le Codex s'y trouvait. L'Institut Ben-Zvi a affirmé que la disparition des manuscrits avait un rapport avec le directeur. Laissez-moi être clair, je n'ai rien à cacher. Si une enquête officielle est ouverte, je serai heureux de coopérer. Autre question problématique, à qui appartient le codex? Avi Dabash, un réalisateur de films qui souhaiterait faire un documentaire sur le sujet, a étudié la question. Dans les années 60, la communauté juive d'Alep a déposé une plainte contre ceux qui avaient transporté le codex en Israël, prétendant qu'il appartenait à cette communauté depuis plusieurs décennies avant qu'il ne leur soit enlevé. Les autorités israéliennes ont alors décidé de le confisquer en position de force. Ils ont obligé la communauté d'Alep à trouver un accord. C'est arrivé aussi dans d'autres cas de litige. 58 ans après son retour en Israël, le mystère qui entoure le codex hante toujours les membres de la communauté juive d'Alep.
Communauté aujourd'hui éparpillée autour du globe. Pour eux, mais aussi pour d'autres aficionados, la saga du Codex n'est pas prête de s'arrêter. Et on revient à présent sur l'une des grosses actualités de la journée, la sortie en kiosque du numéro anniversaire de Charlie Hebdo. Un an après les attaques qui ont visé la rédaction, le numéro a été tiré à 1 million d'exemplaires, mais il n'a pas entraîné de ruée dans les kiosques comme c'était le cas il y a un an. Explication, Maël Benoyel. C'est un numéro spécial que beaucoup attendaient. Celui de Charlie Hebdo, un an après l'attaque meurtrière contre la rédaction du journal satirique, dans laquelle 12 personnes avaient été tuées. Alors que les derniers attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre sont encore bien présents dans tous les esprits, les kiosques parisiens ont été pris d'assaut. Quand je pense ce qui a été dit, ce qui a été dit après Charlie, quand il y avait des gens qui disaient, moi j'ai rencontré des gens qui disaient, c'est un peu de leur faute, ils l'ont mérité. Et puis, quand il y a eu le 13 novembre, ceux qui disaient ça, on les a plus entendus. Donc, c'est ça qui était agréable, enfin, malheureusement, après le 13 novembre, c'est que ça a donné raison un peu à ce qu'avait fait Charlie, quoi. Et qu'en fin de compte, ce qu'il disait, c'était pas si grave que ça. C'est une édition double de 32 pages et tirée à près d'1 million d'exemplaires qui est sortie ce mercredi matin. Avec une couverture insolente dans la pure tradition de Charlie Hebdo, une caricature d'un dieu barbu armé d'une kalachnikov et d'un habit ensanglanté. Accompagné d'un titre sans équivoque, un an après, l'assassin court toujours. Il faut protéger certaines valeurs et je suis à 100% avec l'idée de Charlie Hebdo, avec ces personnes. Alors que la France s'apprête à commémorer le premier anniversaire des événements de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, Paris se prépare à accueillir 3 jours de vœux et cérémonies, dont une journée en chanson prévue ce dimanche, avec Johnny Hallyday et le chœur de l'armée française, place de la République. Et dans ce contexte, on s'intéresse à la première ville de France à rebaptiser une place en hommage aux victimes des attentats de janvier. C'est la ville d'Ambilly, en Haute-Savoie. Et c'est donc la première ville de France à rebaptiser une de ses artères en hommage à ces attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, en hommage aux victimes. Bien sûr, pour en parler, nous sommes en ligne avec le maire de la ville, Guillaume Matelier. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, comment est née cette initiative ? Écoutez, juste après les attentats de Charlie Hebdo, la France a subi au plus profond de son cœur, en tout cas, une attaque très forte, bien évidemment sur ce qui s'est passé concrètement, mais aussi sur ce que représente la liberté d'expression, la liberté aussi de croire ou de ne pas croire, et sur le fait que nous avions quelque chose à dire dans un pays démocratique et une république comme la nôtre. Et assez rapidement, j'avais pris la responsabilité, en tout cas devant ma population, et au moment des vœux, donc quelques jours après les attaques de Charlie Hebdo, de baptiser une place du 7 janvier. Alors ça a créé un débat, parce que certains m'ont dit, mais 7 janvier, c'est le moment où il y a eu le sang, où ça a été l'horreur. Moi, je pensais que c'était aussi le moment qui déclenchait tout le reste, comme notamment les attentats du 11 septembre. Et le débat a amené à ce que nous appelions plutôt le nom de cette place de l'ensemble des événements, c'est-à-dire le 7 janvier, l'horreur à Charlie Hebdo, ensuite ce qui s'est passé à l'Hyper Cacher, et où certains membres, notamment que ce soit des policiers ou des personnes de confession juive, ont pu être tués, et ensuite le soulèvement populaire, le sursaut républicain du 11 janvier, et c'est pour ça que nous avons opté en conseil municipal pour cette place du 7 au 11 janvier. Alors, débat au sein du conseil municipal, comment ça a été accueilli par la population de votre ville ? Par la population. Non pas les débats, mais le fait, le fait qu'il y ait eu justement une place au nom de ces attentats, comment est-ce que la population a réagi, la population de votre commune ? La population de la commune a plutôt bien réagi. On a eu même des messages de sympathie par rapport à cela, mais je crois que là où on a plutôt bien réussi, et c'était une volonté très forte de ma part, c'est de ne pas être dans l'émotion. C'est-à-dire que nous avons eu ce débat en conseil municipal, nous avons annoncé que nous allions le faire, et nous ne l'avons pas fait dans la foulée. Nous avons laissé un recul, qui n'est pas un recul historique, parce qu'il faudrait plusieurs années pour l'avoir, mais en tout cas un recul de plusieurs mois, parce que nous avons dévoilé cette place, et le nom de cette place, le 11 novembre. 11 novembre qui est un moment un peu particulier, puisque c'est aujourd'hui
comme toujours, un moment de recueillement devant le monument aux morts pour les morts de la Première Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, c'est en tout cas un moment, puisqu'il n'y a plus d'anciens combattants, un moment de recueillement pour tous ceux qui ont combattu pour la France, pour cette France libre à cette époque-là. Et nous avions, avec le préfet, qui était présent à ce moment-là, dévoilé cette plaque pour commémorer cette nouvelle place de la mairie. Nous avions aussi ce jour-là planté un arbre de la laïcité. Nous avions appelé cette fête du 11 novembre la fête de la République. Malheureusement, quelques jours après, eh bien, nous connaissions à nouveau l'horreur. Et ça a été un profond choc d'avoir inauguré cette place, d'avoir dit des mots très forts sur la laïcité et sur la liberté d'expression et la liberté de y croire ou de ne pas croire, et de se retrouver quelques jours après dans ces attentats sanglants que nous avons connus à Paris et à Saint-Denis. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette réaction. Dans le reste de l'actualité, la coalition internationale menée par les États-Unis a tué environ 2500 combattants du groupe État islamique en décembre dans ses frappes aériennes en Syrie et en Irak. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole de l'armée américaine. Le Pentagone avait jusque-là évité de donner le bilan de ces opérations. Alors on va tout de suite en parler au téléphone avec un expert justement du djihadisme. Il s'agit de Romain Caillé. Bonsoir. 2500 combattants tués. Est-ce que c'est un chiffre qui est crédible selon vous au mois de décembre? Alors, j'ai pas de moyen de vérifier ce chiffre. Effectivement, c'est la première fois que les Américains donnent un chiffre aussi précis. Ce qui est par contre vérifiable, c'est qu'effectivement, depuis le début des frappes, c'est-à-dire depuis fin août 2014, l'État islamique a perdu environ 40% de son territoire en Irak et près de 20% en Syrie. Alors on a du mal à se rendre compte en Syrie parce qu'effectivement on voit qu'il perd des territoires très importants, mais en même temps ce qu'il faut savoir c'est qu'en Syrie il progresse sur d'autres fronts, notamment d'ailleurs les fronts où les Occidentaux ne bombardent pas, les fronts qui sont seulement bombardés par les Russes, et il progresse aussi sur ces fronts-là. Et on a donc l'impression que l'État islamique régressait beaucoup en Syrie, mais non, en fait, il régresse seulement un peu en Syrie et de manière assez conséquente, il est vrai, en Irak. Alors, selon vous, l'organisation n'est pas en déclin, comme certains experts le laissent penser. C'est quand même un coup dur, ces 2500 combattants tués, oui ou non, pour l'organisation? Non, alors, oui, l'organisation de l'État islamique est en recul net en Irak, c'est-à-dire que depuis le mois de mai dernier, où il y avait eu la prise de Ramadi, qui est pour l'instant en train d'être reprise par le gouvernement américain, l'État islamique n'a pas progressé d'1 millimètre en Irak, il ne fait que reculer. Et en Syrie, il régresse sur la plupart des fronts, à l'exception du front de la région Homs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans un certain nombre de sites qui sont repris soit par les Kurdes, soit par le régime irakien, c'est souvent des victoires à la Pyrrhus. C'est-à-dire que la ville est complètement détruite et que les djihadistes se replient, ils ont des pertes militaires, mais ils gardent une capacité de nuisance. Et c'est très difficile, sans projet de solution politique, d'imaginer une fin du terrorisme dans cette région. Si vous voulez, pour les Kurdes, c'est un peu moins problématique, dans le sens où c'est une population... Merci beaucoup. Désolé pour ce problème de connexion. Merci Romain Caillé pour ce décryptage. Et puis dans l'actualité également, on a appris la disparition de Pierre Boulez, ce compositeur français de renommée internationale. Il est mort mardi soir à Baden-Baden. Génie, exigeant, bâtisseur ou incompris, Pierre Boulez était tout cela à la fois. Le compositeur est mort chez lui mardi soir en Allemagne, à Baden-Baden, à l'âge de 90 ans. Ce chef d'orchestre était doté d'un talent et d'une qualité d'interprétation sans égal dans le monde de la musique. Si vous donnez même une partition que vous estimez très intéressante et très belle, et qu'elle est mal jouée parce que les circonstances ne sont pas prêtées, je trouve que c'est lui faire du tort à ce moment-là. Donc on a tâché de mêler les œuvres qui sont les plus intéressantes avec celles qui sont le mieux jouées. Élève du Conservatoire de Paris, premier musicien à faire son entrée au Collège de France, le compositeur a dirigé sans baguette l'orchestre de Cleveland, le symphonique de la BBC et le philharmonique de New York et remporté aussi 27 Grammy Awards.
Pierre Boulez était prisé du monde entier pour la richesse sonore de sa musique, malgré sa complexité d'écoute. Féru de mathématiques, l'écriture d'une partition était pour lui une équation à plusieurs inconnus. Il avait coutume de dire que sa musique était une œuvre en devenir. L'ensemble du monde politique a réagi à l'annonce de son décès. Le président François Hollande a relevé sur son compte Twitter l'éclat de cet homme qui, exaspéré par l'attitude conservatrice du monde musical français, avait quitté la France à l'aube des années 60 avant de faire son retour au pays sous la demande expresse du président de l'époque, Georges Pompidou. Et c'est la fin de ce grand direct. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal. Passez une très belle soirée.